Oserais-je oserais-je présenter Denis Favennec? Ce serait bien présomptueux de ma part, car je suis à peu près certain que vous le connaissez tous. Il nous régale tous les ans de sa science en matière d'histoire de l'art, qu'il s'agisse d'art contemporain ou d'art ancien. Par conséquent, j'ai peu de choses à dire, sinon qu'il est professeur de mathématiques en classe préparatoire au lycée Michel Montaigne à Bordeaux. Et par ailleurs, et c'est cet aspect-là de sa science qui nous intéresse, il est docteur en histoire de l'art, si je ne me trompe pas. Alors, j'accueille avec très grand plaisir Denis dans ce nouveau round, si j'ose dire, à la fois parce que c'est nouveau pour lui sans doute, mais pour nous en tout cas, puisque nous avons du mal les uns et les autres à maîtriser, en raison de notre âge, cet instrument informatique. Mais nous allons avantageusement tirer profit de ce système de présentation, car les images seront sans doute de meilleure qualité que celles que nous avions lorsque nous étions au A32. Donc, bienvenue Denis, encore merci, et merci à tous. Voilà, je vais prendre la parole. Donc, c'est bon, tout le monde m'entend à peu près. Voilà, c'est bon, d'accord. Alors, je vais éteindre en fait ma figure et de façon à m'effacer devant les images. Et je pense que ce sera préférable pour vous également, plutôt que de me regarder en train de parler, de voir les images que je vais commenter donc devant vous. Alors, je vais procéder à une petite modification. Donc, on va ouvrir en photo. Voilà. Donc ce soir, je vais vous parler d'un lieu qui est à la fois un lieu commun et un peu paradoxal, c'est l'atelier du peintre. Alors l'atelier, c'est le lieu auquel on associe assez fréquemment donc le travail du peintre en tant qu'artiste, un lieu dans lequel il se retire, un peu comme l'humaniste dans son cabinet de travail, ou bien le monarque, le souverain dans les arcanes du palais. L'atelier est le lieu privilégié de la création artistique. C'est là où l'artiste se retire à la fois pour recréer le monde qui existe en dehors des murs de l'atelier, le convoquer éventuellement à l'intérieur de ce même lieu et le reconfigurer en une création originale. Donc c'est un lieu dans lequel se produit une sorte d'alchimie étrange justement entre l'imagination de l'artiste et son métier. C'est également le lieu où l'artiste travaille manuellement. Donc c'est un lieu important de ce point de vue parce qu'il y a toute une organisation architecturale qui va ou non favoriser le travail du peintre. En l'occurrence, on le sait, les ateliers d'artistes, les ateliers de peintres, sont souvent des lieux qui sont bien illuminés et plutôt orientés vers le nord de façon à avoir une lumière égale. Il faut éviter la lumière qui varie et c'est pour cela que très souvent les ateliers sont plutôt orientés de façon à avoir une lumière qui ne varie pas trop au cours de la journée. Donc un lieu plutôt vaste, on l'imagine ainsi, plutôt situé en hauteur, dans un endroit calme autant que possible, et avec donc une verrière. Alors, ce lieu qui existe à partir du 19e siècle, en gros, dans la peinture occidentale, c'est une invention récente. En réalité, pendant très longtemps, les artistes n'ont pas eu d'atelier, n'ont pas bénéficié d'un lieu personnel dans lequel ils pouvaient se livrer donc à la furie de leur création. Et ce lieu donc apparaît assez tardivement pour des raisons très simples. C'est que au Moyen Âge, par exemple, les artistes peignent directement sur le motif. Sur le motif, dans les églises, des fresques les chapelles sont recouvertes de fresques. Ça veut dire que l'artiste va se déplacer vers l'œuvre pour travailler et il ne va pas peindre dans un lieu qui lui appartient, qui lui est propre. C'est un lieu public dans lequel l'artiste produit et il faut attendre assez longtemps, en fait, l'époque de la Renaissance, on va le voir, pour que apparaissent les premières œuvres conçues à l'intérieur. Alors ces œuvres conçues à l'intérieur d'un lieu qui ne s'appelle pas encore l'atelier à cette époque-là, eh bien, il faut les imaginer de format assez réduit, nécessairement. Le premier témoignage qu'on a en fait de l'atelier d'un peintre en tant que tel, c'est au XIVe siècle, lorsque donc à Sienne,
Donc le grand peintre Duccio inaugure sa fameuse Maestà, la majesté, la Vierge en majesté, qui est un immense retable et qui est aussi un petit peu le symbole à la fois de l'unification de la ville. C'est un symbole qui est à la fois religieux et politique. Et donc l'achèvement de cet immense retable, qui est un retable avec beaucoup de volets différents qui sont donc accolés les uns aux autres, et que Duccio a peint séparément. Donc l'assemblage de ce retable, le transport de ce retable du lieu où Duccio l'a créé jusqu'à la cathédrale de Sienne où il va être exhibé, c'est l'occasion pratiquement d'une immense réjouissance. Et là, on a des récits qui décrivent donc ce transport de la Maestà, du retable, devant une foule en liesse, depuis l'atelier du peintre, mais qui n'est pas vraiment un atelier, c'est plutôt un lieu qu'on lui a concédé, afin qu'il puisse donc, dans les meilleures conditions possibles, se livrer à sa création, jusque vers la cathédrale où il est définitivement exposé. Alors, il faut bien comprendre que donc pendant très longtemps, ce sont les artistes qui vont aux œuvres et non pas les œuvres qui vont aux artistes. Les premiers témoignages réels d'ateliers au sens d'ateliers personnels, qui ne soient pas un lieu public, on les trouve dans la peinture flamande. Alors, je vous montre ici, pour commencer, donc une image de 1450 de Roger van der Weyden, ça se trouve au Louvre. Donc, c'est un artiste flamand qui peignait dans la région de Bruxelles, essentiellement, à la cour du duc de Bourgogne. Et ce que vous voyez ici, donc, c'est un triptyque de petit format, avec donc le Christ au centre, la Vierge, Saint Jean l'évangéliste, Saint Jean-Baptiste ici, et la Madeleine. Et ce qui est ici assez intéressant à regarder, c'est ce qui se passe, vous voyez, au niveau du globe que porte le Christ. Alors, c'est un globe qui est symbole de puissance, de domination sur le monde. Le Christ est bien sûr symbolisé ici comme le roi du monde, le souverain réel, en fait, qui est au-dessus de tous les monarques, le roi des rois. Et dans ce globe apparaît ici une croisée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, j'essaie de vous montrer avec la flèche. C'est un reflet. C'est un reflet, et c'est un reflet qui est assez fréquent dans la peinture flamande de l'époque. On pense bien entendu au miroir concave des Arnolfini de Van Eyck, miroir convexe plutôt, des Arnolfini de Van Eyck. Il y a beaucoup de reflets, de miroirs qui apparaissent dans la peinture de l'époque. Et ici, ce qui est très original, c'est la première fois qu'on l'aperçoit, c'est la croisée d'une fenêtre. Alors cette fenêtre, elle a un double rôle. Au départ, dans la peinture religieuse, c'est pratiquement une fenêtre mystique qui peut être un rappel de l'incarnation. Cette lumière, on voit bien que c'est une lumière qui n'est pas naturelle. Vous voyez bien l'aura autour de la tête du Christ. Et dans le globe également, vous avez une lumière qui est extrêmement violente, comme si c'était le soleil lui-même qui était convoqué à l'intérieur du globe. Néanmoins, on distingue assez nettement, vous voyez ici, la croisée de la fenêtre, et cette croisée de la fenêtre fait référence à une fenêtre réelle, qui est à la fois donc une lumière mystique, une lumière qui rentre à l'intérieur du tableau, c'est la lumière divine qui permet au tableau de devenir visible également, mais c'est également un rappel assez discret, à la fois théologique et esthétique, de l'atelier réel dans lequel l'œuvre a été configurée. Donc il y a comme une espèce de présence cachée de l'atelier du peintre, du lieu dans lequel le peintre a créé, qui est rappelé à l'intérieur de l'œuvre. Deuxième image que je vous projette, toujours de Van der Weyden, cette fois-ci on est donc à Boston, il est au musée de Boston, cette peinture qui représente Saint-Luc peignant la Vierge. Alors Saint-Luc, c'est le saint patron, comme vous le savez, des peintres. Pendant très longtemps, les corporations de peintres s'appelaient les guildes de Saint-Luc. Et Saint-Luc, donc, est ici peint en train de représenter la Vierge. Alors, c'est une double légende, en fait. C'est que bien sûr, Saint-Luc aurait eu une vision de la Vierge à l'enfant. Et on le voit donc ici qui est en train de noter les traits de la Vierge qui allaite l'enfant. C'est une scène assez émouvante, avec un dé très prestigieux au-dessus d'elle. Là, une conformation qui rappelle beaucoup celle de la Vierge au chancelier Rollin de Jan van Eyck, son contemporain. Et surtout, on voit Saint-Luc en train de travailler. Et Saint-Luc, c'est le saint patron des peintres, c'est aussi une manière pour l'artiste de se représenter lui-même au travail. Vous voyez, donc là, on a une idée un petit peu de la façon dont travaillent les artistes avec un croquis, un dessin que prend Saint-Luc. Alors bien sûr, Saint-Luc n'est pas censé peindre directement sur le motif. Quand on a une vision, comme c'est le cas ici, il faut noter au plus pressé. Il faut éviter, la Vierge n'est pas là pour poser, elle n'apparaît pas de manière forcément perpétuelle. Et donc, il est important d'avoir sous la main un petit carnet de croquis, comme on en très souvent les peintres, pour noter un motif qu'ensuite, eh bien, on retravaillera dans l'atelier proprement parlé. Alors, ce lieu, c'est un lieu un petit peu étrange parce que
on a une double impression en réalité avec ce tableau. La première impression, c'est que la Vierge apparaît effectivement de manière extrêmement éclatante et majestueuse à Saint-Luc et que Saint-Luc donc prend note de ce qu'il voit. Et en effet, l'intérieur que nous apercevons est un intérieur flamand, très typique du XVe siècle, vous voyez avec ces verres un peu opaques ici, ces grillages, donc ça correspond tout à fait à ce que Van der Weyden avait lui-même sous les yeux lorsqu'il travaillait à Bruxelles, avec là un parchemin qui est sans doute donc un morceau de l'Évangile de Saint Luc écrit de manière contemporaine, donc à la fois peintre, vous voyez, et écrivain. Et on aperçoit ici, de ce côté-ci de la porte, on aperçoit donc un fragment de ce qui peut être l'atelier, avec en même temps le symbole de l'évangéliste, vous voyez, le bœuf assez discret qui se tient, pour ainsi dire, sous l'écritoire. Donc Saint-Luc à la fois écrivain et peintre, et qui a son espèce de studiolo qui ressemble beaucoup à un cabinet d'humaniste, dans lequel il va se retirer à la fois pour écrire et éventuellement pour peindre. L'autre impression, c'est que Saint-Luc aurait été transporté de manière un peu miraculeuse, en rêve, en songe, pour ainsi dire, dans le palais de la Vierge, dans la Jérusalem céleste. En effet, l'endroit lui-même est décoré de manière, vous voyez, extrêmement somptueuse, avec une loggia de colonnes torsadées, qui, elle, est plutôt un motif italianisant, et un motif en tout cas qu'on s'attend plutôt à voir dans un palais que dans la chambre ou dans le logis d'un artiste. Donc il y a cette ambiguïté fondamentale sur le fait que ou bien c'est le peintre dans son atelier qui a une vision de la Vierge, ou bien c'est le peintre qui est transporté exactement dans le lieu qu'occupe la Vierge. En tout cas, c'est une des premières représentations d'un peintre au travail, un peintre qui se montre lui-même en train de prendre un croquis, comme sans doute Van der Weyden lui-même donc le faisait dans sa pratique quotidienne. Ce thème de Saint-Luc peignant la Vierge va subir quelques mutations au cours du XVIe siècle. Là, ici, on est vers 1520 avec un artiste qui s'appelle Jan Gossart, donc toujours un artiste du Nord, originaire de Maubeuge dans le Nord, et c'est pour cela qu'on l'appelait aussi Mabuse. Alors, toujours Saint-Luc peignant la Vierge, mais vous voyez, on a basculé vraiment dans la typologie de l'espèce de palais idéal, qui n'est sûrement pas un atelier d'artiste, qui n'est sûrement pas un intérieur d'artiste, mais dans lequel Saint-Luc a été idéalement transporté afin de pouvoir prendre note de sa vision. Donc un peu la même typologie que celle qu'on avait chez Van der Weyden, mais ce qui est très nouveau ici, c'est le fait justement que l'artiste est isolé, donc il prend note de ce qu'il a sous les yeux, et ensuite on peut imaginer qu'il va redescendre sur Terre, puisque le lieu dans lequel on est un lieu absolument idéal. On n'imagine pas un tel endroit sur la Terre. C'est à peu près incohérent d'un point de vue architectural, puisque on a à la fois des loggias ouvertes, des cours successives, des emmarchements. On ne sait pas très bien sur l'intérieur ou l'extérieur. Vous voyez, plein de motifs architecturaux extrêmement ornés et extrêmement précis, vous voyez, qui décorent l'ensemble du palais. Il est visible que Saint-Luc est une espèce d'invité ici pour la vision de la Vierge qu'il représente. Donc ce n'est pas un atelier d'artiste réel que nous avons sous les yeux, c'est simplement un lieu idéal dans lequel l'artiste a échappé au monde pour se réfugier et pour pouvoir se livrer à toute la plénitude de sa vision qu'il aura ensuite pour tâche de retranscrire. Détail très intéressant, la petite sandale que vous voyez ici, qui signale justement que Saint-Luc a pris soin d'Èze. Il est arrivé, bien sûr, il était transporté au moins en imagination en palais de la Vierge, mais on voit qu'il s'est installé comme à demeure. Il a pris le temps, vous voyez, de déposer sa pantoufle et de prendre son temps pour copier l'image qu'il a sous les yeux. Une représentation qui est un peu plus tardive, c'est celle de Marten van Heemskerk. On est ici vers 1540. Donc Marten van Heemskerk est un peintre qui travaille dans le sud des Pays-Bas. Là, c'est encore Saint-Luc peignant la Vierge. Et cette fois-ci, on a presque affaire à un peintre réel. Et le lieu dans lequel il se trouve ressemble bien davantage que celui de Mabuse à un atelier d'artiste, un atelier contemporain. La Vierge qui pose avec l'enfant ressemble presque davantage ici à un modèle réel en chair en os, une jeune paysanne hollandaise donc de la région de Haarlem où vivait Van Heemskerk, avec un enfant qui a été emprunté directement donc chez les voisins et qui prend la pose pour jouer justement le rôle de la Vierge à l'enfant. Donc ici, on n'est plus du tout dans un lieu fantasmatique, on est presque dans un lieu réel, mais un lieu qui est, pour ainsi dire, neutralisé. En effet, la Vierge est sur un piédestal, on le voit ici, voilà,
un petit peu séparé donc de l'artiste, le modèle pose. On a un ange quand même qui tient un flambeau pour éclairer la scène. Alors, je vous ai parlé des verrières d'atelier qui commencent à apparaître vers le 19e siècle. C'est en effet un éclairage naturel qui apparaît assez tard dans les configurations architecturales, tout bêtement parce que on ne sait pas faire des très grandes fenêtres. Des problèmes d'armature, des problèmes de verre également se posent, des problèmes techniques, qui fait que les ateliers d'artistes ne sont pas au départ des lieux très très différents des pièces dans lesquelles vivent les artistes. Et c'est pour ça que Van Heemskerk représente ici, vous voyez, le travail au flambeau. La Vierge est éclairée avec un éclairage artificiel. Un peu comme dans un studio de cinéma, si vous voulez, l'artiste va recréer donc le monde idéal de la Vierge avec le modèle qu'il a sous la main et donc ce qu'on lui propose comme éclairage, en l'occurrence ici un ange qui vient gentiment tenir le flambeau. Voilà. Alors une autre peinture du même artiste, toujours donc Martin van Heemskerk, ici qui représente Saint Luc, toujours peignant la Vierge, avec là le fameux bœuf qu'on avait déjà aperçu caché sous l'écritoire chez Van der Weyden. Et là, eh bien, on voit, alors, dans la présentation précédente, vous voyez, on n'est plus avec un dessin, on est vraiment avec l'artiste qui peint directement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a presque une documentation matérielle sur la façon dont l'artiste travaille. C'est-à-dire qu'il y a un repose-main qui l'aide à tenir, vous voyez, la main pendant qu'il peint, à éviter qu'il y ait une charge trop lourde et que le bras fatigue au moment où il tient le pinceau. Ici, la palette, vous voyez, qui tient à côté de lui, d'autres pinceaux, voilà, et puis les couleurs qui ont été préparées préalablement, souvent par lui-même ou bien les assistants. Et derrière lui, vous voyez, un personnage couronné de laurier, qui peut être la gloire artistique, bien sûr, qu'il attend, et comme une espèce de personnage qui s'exclame devant la beauté du spectacle qu'il a sous les yeux. Il faut bien comprendre que Saint-Luc peignant la Vierge, c'est une manière aussi pour les artistes de faire leur autopromotion. C'est de la publicité qu'ils adressent, disons, à la fois à leurs commanditaires et puis à la concurrence, en montrant qu'ils sont capables de se propulser sur le devant de la scène et de peindre de manière presque miraculeuse des apparitions, aussi bien que Saint-Luc lui-même a peint la Vierge. Donc ces images de Saint-Luc peignant la Vierge, c'est aussi une manière à la fois de faire la promotion de leur art en tant que technique artistique, mais également de leur propre pratique personnelle et avec une comparaison qu'on espère avantageuse par rapport à d'autres peintres. Voilà, alors là, la deuxième peinture de Martin van Heemskerk, on n'est plus du tout dans un atelier réel ici, on retrouve l'atelier un petit peu fantastique qu'on avait chez Mabuse, avec des symboles, vous voyez, des sciences et des arts, plutôt un cabinet d'humaniste que vraiment l'atelier d'un peintre. Donc cette fois-ci, c'est comme si le peintre, Saint-Luc en l'occurrence, avait été transporté dans un intérieur humaniste afin de peindre la Vierge qu'il a sous les yeux avec un très joli perroquet, vous voyez, que tient l'enfant, les pieds nus de la Vierge qui ressemblent davantage à une statue antique ou un modèle de Michel-Ange. C'est l'époque où les Italiens, ou les Flamands, sont plutôt influencés par justement la peinture italienne contemporaine. Et donc ici, on voit vraiment le peintre à l'œuvre, alors qui est en train de remplir de couleurs le dessin. Et la palette qu'on aperçoit ici également, vous voyez tous les mêmes attributs du peintre qu'on avait vus dans la peinture précédente. Alors l'atelier du peintre, je vais faire une petite incise sur ce lieu d'atelier du peintre. Donc je vous ai dit qu'il apparaissait dans les Flandres et également en Italie vers le XVe siècle en tant que lieu dédié spécialement à la création picturale. Alors c'est un lieu bien sûr qui est voué à l'art, donc c'est un lieu que le peintre va personnaliser pour faciliter son travail et également pour pouvoir communiquer avec la société. C'est un lieu social. Une chose que bien comprendre, c'est que les peintres ne sont pas isolés. À partir du moment où ils prennent la commande d'un commanditaire, il y a souvent un contrat qui est rédigé chez le notaire et qui fait que, eh bien, il y a un accord contractuel qui va lier le peintre à son commanditaire. Le commanditaire demande un sujet précis au peintre. Le peintre s'exécute avec plus ou moins bonne grâce et en remplissant plus ou moins les termes du contrat. Mais enfin, ce qui est important, vous voyez, c'est qu'il est laissé en autonomie pendant qu'il peint. Néanmoins, l'atelier reste un lieu ouvert. Un lieu ouvert à la fois à d'autres peintres qui sont ses assistants, ses concurrents, ses amis, qui viennent l'observer, discuter avec lui.
et également sur le reste de la société, parce qu'il est important que les commanditaires puissent également visiter le peintre, s'entretenir avec lui et puis, disons, discuter des termes d'un prochain contrat. Donc, c'est un lieu dans lequel on expose éventuellement les tableaux qui sont en train d'être achevés, d'autres déjà accomplis qui vont ensuite être livrés à un commanditaire. C'est un lieu donc d'échange social extrêmement important. Ce n'est pas simplement le lieu où le peintre crée de manière isolée, c'est également celui où il va rencontrer ses commanditaires et élaborer avec eux donc la commande de manière à satisfaire complètement les désirs de celui qui a donc commandé l'œuvre. Donc un lieu d'échange et un lieu également de formation. Alors là intervient une autre fonction de l'atelier. L'atelier en italien, ça ne s'appelle pas atelier, ça s'appelle bottega. Au XVe siècle, dans les récits qu'on trouve, les vies d'artistes, on parle de la bottega, par exemple, de Ghirlandaio. Alors on sait que Michel-Ange a été élevé artistiquement par Ghirlandaio, et donc il a fréquenté l'atelier de Ghirlandaio. C'est là qu'il s'est formé, d'abord de manière extrêmement matérielle. Si vous voulez, quand on a un apprenti, puisque la peinture à l'époque se pratique par apprentissage, c'est un métier qui est encore à la fois un métier manuel et qui tend à devenir un art libéral, mais c'est un métier qui s'inscrit dans le cadre des corporations. Ça signifie qu'on entre en apprentissage vers 13-14 ans, chez un peintre plus ou moins renommé. Là, on apprend d'abord à broyer les couleurs. C'est une tâche qui est extrêmement importante, un peu fastidieuse, mais enfin avec des pigments minéraux, généralement lapis lazuli pour l'outre-mer, des métaux précieux, éventuellement comme l'or, qui sont incorporés dans la peinture, ou l'argent. On apprend donc à manipuler matériellement la peinture. D'autres corporations vont également venir interférer. C'est le cas du doreur ou de l'encadreur lorsqu'il y a un cadre éventuellement, mais également du menuisier qui va fournir le triptyque, le cadre même du triptyque, la matière, donc le bois sur lequel les panneaux de bois sur lesquels le peintre va donc représenter les différentes images. Donc c'est important de voir qu'il y a d'abord toute une espèce d'échange de matériaux dans cet atelier, aussi bien les pigments et puis tout ce qui est le substrat matériel de la peinture, les panneaux de bois, les toiles préparées, lorsqu'on a à partir de la fin du XVe siècle les premiers tableaux qui commencent sur toile qui commencent à apparaître. Vous voyez, donc il y a plein de livreurs, plein de professions qui viennent se rencontrer. L'apprenti progresse peu à peu dans, disons, la hiérarchie de l'atelier, et il devient aide, c'est-à-dire qu'il va commencer par recopier des modèles du peintre, d'abord des dessins, éventuellement il va recopier des cartons qui sont perforés, et il va s'entraîner à peindre un petit peu à la manière de tel peintre, et on va lui confier des tâches de plus en plus nobles dans la configuration des œuvres d'art. Dans la configuration des œuvres d'art, on va d'abord lui confier les parties les plus simples apparemment, c'est-à-dire des fonds, des paysages, des cieux. Donc les apprentis peuvent justement aider le maître à faire ces parties un petit peu ingrates de la peinture. Et les parties les plus nobles, comme les figures, elles sont plutôt exécutées par le peintre lui-même qui signera l'œuvre. Mais il peut arriver qu'on ait des élèves qui dépassent les maîtres, c'est le cas par exemple de Léonard avec Verrocchio, ou de Michel-Ange avec Ghirlandaio. Et dans le cas de Léonard, Verrocchio, et également un troisième peintre qui était à l'atelier en même temps, Lorenzo di Credi, on a une interférence entre les trois, et qui fait que certaines œuvres qui sont attribuées à Verrocchio, on pense que Léonard de Vinci y a également mis la main. Voilà, bien sûr, ça augmente beaucoup la valeur de l'œuvre quand c'est un 30% à Léonard, 70% à Verrocchio. C'est quand même mieux que 10% à Léonard seulement. Mais c'est très difficile de savoir qui a fait quoi, parce que justement, les tâches ne sont pas partagées de manière fixe dans l'atelier. Elles évoluent à mesure que le prestige des apprentis, ou du peintre d'ailleurs, croît ou décroît, et qu'ils acceptent ou non de partager leur travail et les tâches les plus nobles, en l'occurrence la peinture de figure, la perspective éventuellement. Alors il faut savoir que tous les peintres ne sont pas des grands mathématiciens, et dans le domaine de la perspective, il y a souvent des spécialistes qui viennent aider les peintres à construire leurs tableaux. C'est le cas par exemple pour Tiepolo, qui va être assisté dans ses grandes scénographies baroques par un perspectiviste qui s'appelle Giacoazzi ou Mengozza Coloni, qui l'aide à mettre en place donc ces perspectives de bâtiments.
Donc, il faut bien comprendre que le peintre n'est pas isolé dans l'atelier. C'est un lieu de création, certes, où il peut éventuellement se retirer, mais c'est un lieu également où il communique beaucoup avec d'autres peintres et également avec ses commanditaires, les clients et d'autres corporations. Un lieu, je vous l'ai dit, qui est à la fois ouvert sur le monde, nécessairement, pour que le peintre, justement, puisse interférer avec ses commanditaires, mais c'est également un lieu qui va avoir tendance, petit à petit, à être personnalisé. Alors, on va voir comment les peintres vont, au fur et à mesure de leur pratique, et au fur et à mesure que la peinture devient un art libéral, c'est-à-dire s'affranchit des règles strictes et rigides des corporations plutôt matérielles, comment les peintres vont essayer de construire un lieu adapté à cette nouvelle pratique. Je vous montre ici un très beau autoportrait d'une peintre italienne qui s'appelle Sofonisba Anguissola, un autoportrait de 1550 à peu près, elle avait 20 ans. Donc, vous voyez encore une toute jeune fille qui a appris son métier donc chez d'autres peintres, chez les Campi, qui travaillent à Crémone. Donc, elle est originaire d'Italie du Nord, 1550. Donc, elle peint un magnifique tableau ici de la Vierge qui embrasse l'enfant. Alors, c'est un tableau un peu maniériste, comme c'était la mode à l'époque, vous voyez. Mais enfin, elle montre sa propre création, autoportrait, donc, et on retrouve, vous voyez, l'appui-main sur lequel elle pose son bras au moment où elle peint, la palette, et tout le nécessaire minimal du peintre pour qu'il puisse donc se livrer à sa propre création. L'atelier ici est un lieu qui n'est plus décoré d'objets adventistes, comme on l'avait vu chez Mabuse ou bien chez Van Heemskerk, mais au contraire, c'est un lieu neutre. Vous voyez, le fond ici est complètement neutre, on ne sait pas trop où on est. C'est un lieu qui n'est pas idéal, clairement, c'est vraiment dans un miroir que Sophonisba a pris sa ressemblance afin de se projeter dans l'autoportrait. Donc c'est sans doute le lieu réel dans lequel se trouvait qui a été représenté. Mais vous voyez, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a rien qui distingue ce lieu d'un autre lieu. C'est un atelier qui est neutralisé, pour ainsi dire, et à part les attributs les plus simples et nécessaires de la peinture, il n'y a rien d'autre. Donc il y a le nécessaire du peintre et tout le reste a été, pour ainsi dire, évacué. Alors on trouve également des allusions au travail du peintre dans ce qu'on appelle des cabinets d'amateurs. Alors c'est une forme de peinture qui se répand dans les Flandres à partir de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Et ici, je vous montre une image donc de Jan Bruegel de Velour, donc le petit-fils de Peter Bruegel l'Ancien, qui peint vers 1610, qui se trouve à Anvers, en collaboration avec Rubens. Alors, Jan Bruegel de Velour et Rubens collaboraient dans de nombreux tableaux. On a des figures de Rubens d'un côté et donc des décorations de fleurs, de paysages par Jan Bruegel de Velour. Ça correspond à cette séparation des rôles que nous avons évoqués, avec d'un côté donc le peintre de figure le plus noble, le peintre d'histoire, Rubens, qui se fait aider par Jan Bruegel de Velour pour peindre les parties, disons, plus spécialisées de la peinture, comme les fleurs, les paysages, les cieux. Voilà. Alors dans ce cabinet amateur, ce que Bruegel de Velour a mis en scène, c'est une allégorie de la vue. C'est pas un atelier d'artiste. C'est une espèce de collection idéale avec donc des tableaux de Rubens, des tableaux réels de Rubens qui ont été pour certains représentés par Rubens lui-même et d'autres ont été recopiés par Bruegel de Velour. Donc vous voyez une espèce de collaboration intime entre les deux peintres pour à la fois promouvoir leur art, puisque ce qu'on voit ici, c'est une espèce de bric-à-brac de statues, vous voyez, qui servent de modèle d'empereurs romains essentiellement. Donc, comme chez Van Heemskerk, ici les sphères armillaires qui font une allusion à l'astronomie et aux différents arts libéraux. Ici, donc, des peintures italiennes. Là, une magnifique chasse au lion de Rubens. Voilà. D'autres tableaux de Rubens qu'on aperçoit ici, un petit peu entassés en tous les sens. Certains recouverts d'un rideau. Alors, recouvrir les tableaux d'un rideau, ça se faisait lorsque on allait livrer le tableau plutôt au commanditaire, et qu'au moment où il arrive, on lui dévoile le tableau fini pour augmenter l'effet de surprise. Vous voyez, ça fait partie un petit peu du décorum de l'atelier du peintre. Donc là, on se trouve dans un lieu qui est presque un atelier. On a différents tableaux qui sont exposés. On imagine bien que les clients peuvent ensuite arriver se servir, mais qui ressemble davantage ici à ou bien une collection privée, ou bien une boutique de marchands.
Un atelier qui ressemble beaucoup à celui-ci, qui est encore un cabinet amateur. Vous retrouvez ici donc des copies de Corrège, par exemple, là de Quentin Metsès, voilà, ici un Raphaël, ici encore un Quentin Metsès qui se trouve au Louvre, voilà, et ici ça doit être il me semble que c'est un Titien, vous voyez là, voilà. Donc vous avez différents tableaux réels qui ont été représentés ici, et le thème c'est William van Hecht, le peintre qui représente ce tableau vers 1630, encore un flamand, c'est Apelle, donc le grand peintre grec, qui représente Campaspe, la maîtresse d'Alexandre, et l'histoire assez intéressante, c'est qu'en peignant la maîtresse donc du grand empereur Alexandre, Apelle serait tombé amoureux de son modèle et réciproquement. Et Alexandre arrivant et surprenant un petit peu l'intimité qui s'est créée entre Apelle et Campaspe, prend conscience de la relation qui s'est mise entre les deux et très généreusement renonce à sa maîtresse pour la laisser entre les bras ou entre les yeux plutôt d'ailleurs du grand peintre Apelle. Et on voit ici une visite qu'Apelle que Alexandre est censé faire donc à Apelle dans son atelier en train de peindre Campaspe. Donc un lieu qui est complètement fantastique. Naturellement, ce n'est pas un atelier réel que Wilhelm von Hecht a représenté. C'est un atelier qui tient à la fois donc de la collection, comme on l'a vu précédemment, avec énormément de tableaux, vous voyez, qui sont alignés les uns à côté des autres. Tous les murs sont couverts positivement de tableaux, et des tableaux qui sont des tableaux des plus grands peintres donc de l'époque et de la Renaissance également, pour signifier une espèce de tradition continue entre les grands peintres de la Renaissance d'un côté, Apelle, le modèle antique par excellence, et Wilhelm von Hecht lui-même, qui en profite pour faire sa propre promotion. En effet, il s'insère au milieu de ces très grands peintres. Eh bien, on voit von Hecht lui-même qui propose une espèce de résumé de l'histoire de la peinture à travers ce modèle. Donc là, pas du tout un atelier réel, mais un atelier qui est fait pour promouvoir à la fois l'histoire même de la peinture depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et en même temps la pratique personnelle de Wilhelm von Hecht. Beaucoup plus modeste et beaucoup plus réaliste, on se trouve à présent avec Van Ostade. Donc Van Ostade, on est dans les années 1650 à peu près, qui là représente alors un atelier dont on verra la ressemblance avec des ateliers de peintres au XXe siècle, ceux par exemple de Bacon ou bien de Picasso. Donc un atelier qui est, vous voyez, extrêmement désordonné. Alors il est vraisemblable que Van Ostade s'est inspiré d'un atelier réel. Le lieu est, vous voyez, vraiment intérieur flamand du milieu du XVIIe siècle, avec des fenêtres qui laissent quand même relativement bien rentrer la lumière, donc bien éclairé. Toujours par la gauche, bien sûr, puisqu'il est très important que l'artiste soit éclairé par la gauche, de façon à ce que la main droite ne soit pas gênée par son ombre. Toujours l'appui-main qu'on aperçoit là. Donc voilà, le peintre au travail. Et puis le peintre au travail dans les conditions qui sont quand même un petit peu mesquines et un peu terrifiantes. Vous voyez, plein de débauches ici qui sont posées par terre. Voilà, là, tout un faisceau de pinceaux. Voilà. Derrière, sans doute une ménagère ou une aubergiste qui est en train de préparer le repas, à moins que ce soit un aide qui prépare les pigments. Vous voyez, on a vraiment l'impression ici d'un atelier plutôt pauvre, d'un artiste qui est soumis aux besoins, avec des chaises percées, à moitié rempaillées. Donc c'est vraiment presque une caricature de l'artiste avec ses différents modèles. Voilà, un intérieur très pauvre, assez bien éclairé, mais qui rend assez bien compte finalement des conditions réelles de travail de certains artistes qui ne roulaient pas tous sur l'or au XVIIe siècle. On a un petit peu ces deux pôles. D'un côté, la représentation idéale, vous voyez, je reviens dessus, de Van Hecht, avec une grande noblesse de détails, des tableaux tous achevés, très bien finis. Et de l'autre côté, donc, l'ébauche du peintre au travail en train de créer. Et on voit très bien d'ailleurs que ce peintre aura un peu de mal à passer à l'étape appel et qu'il risque fort de rester à l'étape Ostade. Un autre tableau qui est très emblématique également et magnifique, c'est l'un des premiers autoportraits de Rembrandt. Donc on est en 1626 à peu près, Rembrandt a 20 ans, et il peint un autoportrait très étonnant. C'est l'autoportrait du peintre, alors ce ne sont peut-être pas les traits de Rembrandt lui-même, vous voyez. On aperçoit, c'est un peu indistinct. On peut imaginer que Rembrandt avait cette ressemblance, ça il correspond à peu près, mais enfin, les traits sont un peu effacés parce que le peintre s'est retiré.
son œuvre. Et là, donc, un atelier minimaliste également, un petit peu comme celui de Sophonisba en Guisola, juste ce qu'il faut pour la création matérielle. Grande lumière, on a vu l'importance de la lumière pour pouvoir justement, pour que le peintre puisse créer son œuvre dans les meilleures conditions matérielles possibles. Un grenier qui a l'air un peu sordide, vous voyez, ici avec une ouverture, peut-être donc la sortie d'un escalier qui se trouverait de côté de la porte. Le chevalet, qui est posé ici droit pour tenir, et le peintre qui a pris des reculs pour observer donc son œuvre. Parce que c'est un des paradoxes de la création artistique, c'est que le peintre qui est en train de coller le nez à son tableau doit de temps en temps accepter de faire un pas de côté ou un pas en arrière afin de pouvoir concevoir l'œuvre du point de vue du spectateur. Et c'est très important, cette espèce d'échange dialectique qu'il y a entre la vue proche, presque intime, la relation charnelle que le peintre a avec la peinture matérielle, avec le tableau, avec la toile, et de l'autre côté, au contraire, la contemplation idéalisée du spectateur, de musée éventuellement des années plus tard, mais du commanditaire aussi, qui aura l'œuvre encadrée de manière très prestigieuse et qui la regardera à distance. Et donc le peintre doit jouer un petit peu lui-même le rôle du futur spectateur ou du commanditaire. Ça fait partie de son rôle, de son métier, d'essayer de se mettre à la place de celui qui regardera l'œuvre de loin alors que lui a travaillé de près. Et c'est ce que démontre très bien Rembrandt. Et le mystère ici, c'est que nous voyons le chevalet vu de dos. C'est-à-dire que nous ne voyons pas ce que regarde le peintre. Tout ce que nous voyons, c'est le regard qu'il projette à distance sur sa propre création. Et l'un des plus célèbres ateliers de toute l'histoire de la peinture, c'est celui que peint Vermeer vers 1670, donc tableau qui se trouve à Vienne. Alors un magnifique tableau, je ne vais pas trop vous le détailler parce qu'il y aurait pratiquement des heures de commentaires à faire dessus, on pourrait vraiment étudier en tout détail. Ce qui est intéressant ici par rapport à Rembrandt, c'est qu'on a l'impression d'un retournement de la scène. En effet, chez Rembrandt, on ne voyait que la toile nue retournée, le peintre, vue de face, et aucunement le modèle éventuel qu'il était en train de peindre. Ici, au contraire, ce que nous voyons, c'est le peintre de dos en train de créer, donc on voit la toile qu'il est en train de reproduire, et le modèle, donc une jeune femme qui pose en tant qu'histoire, avec les attributs de Clio, le livre, la trompette de la renommée, les lauriers de la gloire, derrière une carte des Pays-Bas. Et on a l'impression qu'on est rentré dans l'atelier, alors qu'il est une pièce tout à fait ordinaire, vous voyez. Ce n'est pas une pièce spécifique, à part la lumière qui rentre toujours par la gauche. Dans cette pièce, on ne voit pas la fenêtre d'ailleurs ici. Tout ce qu'on voit, c'est le flot de lumière qui vient de la gauche et qui remplit le mur en le rendant vraiment avec une luminosité extraordinaire, un tremblement lumineux vraiment assez impressionnant. Et le peintre en train de recopier donc son modèle et d'achever de remplir son dessin. Alors ce peintre-là, eh bien, c'est un peintre qui est vêtu à la mode du fin XVIe siècle. Ce n'est pas du tout la mode de 1670 que Vermeer a représentée, avec laquelle Vermeer a représenté ce peintre au travail. Donc c'est sans doute pas Vermeer lui-même qui est représenté, mais sans doute un peintre idéal. Vermeer à cette époque-là d'ailleurs avait été nommé donc le maître principal de la guilde de Saint-Luc. Donc c'est lui qui était chargé, qui était syndic, qui était chargé d'organiser un petit peu la gestion des différentes ressources, des aides aux peintres dans le besoin, pour tous les peintres de la ville de Delft où il travaillait. Et donc cet atelier, c'est une pièce à peu près ordinaire de la maison peut-être réelle dans laquelle Vermeer créait, mais ce qu'on voit, c'est le peintre qui pose son atelier, et on a l'impression, vous voyez, qu'on a soulevé le rideau qu'on aperçoit ici, et qu'on a surpris le peintre dans sa création. C'est comme si nous étions en train de regarder le tableau comme un visiteur un peu inquiet, qui discrètement essayons de tirer le rideau, de soulever le voile pour voir le peintre en train de créer. Parce que s'il y a bien sûr un moment où il ne faut pas déranger le peintre, idéalement, c'est celui où il peint. Il faut laisser à sa création. Et on imagine bien que les peintres vont rechigner à accueillir le public où ils travaillent. Ils vont peut-être montrer leurs œuvres, en discuter dans leur atelier une fois qu'ils font une pause. Mais enfin, on sent bien que nous sommes un peu indiscrets de regarder ce tableau. Et si nous le voyons, c'est en tant que spectateur qui n'a pas sa place dans l'œuvre. Voilà. C'est une chose très importante de se rendre compte de ce retournement entre Vermeer et Rembrandt. D'un côté, chez Rembrandt, nous voyons le peintre, nous ne voyons pas ce qu'il peint. De l'autre côté, chez Vermeer, nous voyons le peintre de dos, nous voyons ce qu'il peint, mais nous ne voyons pas ce qu'il imagine et nous ne savons pas finalement le secret de sa création.
Tout ce que nous voyons, c'est le peintre en train de peindre un portrait qui n'est d'ailleurs pas un Vermeer, puisque Vermeer ne peint pas de peinture d'histoire, il peint des allégories plus ou moins réelles, mais jamais il n'a représenté, vous voyez, une jeune fille en tant qu'allégorie d'histoire. Ce qui est représenté ici, c'est plutôt le peintre en train de créer, mais ce qui nous est refusé, eh bien, c'est le secret intérieur du peintre, ce qu'il pense et ce qu'il voit au moment où il crée. L'un des plus célèbres ateliers, peut-être de l'histoire de la peinture, c'est celui que représente Velázquez dans les Ménides. Alors cette fois-ci, vous voyez, on retrouve un peu la configuration de Rembrandt. Je n'entrerai pas dans tout le détail de la richesse à la fois épistémologique qu'a étudié Foucault et perspective étudiée par Daniel Arras de ce tableau. C'est un tableau qui est à la fois un miroir de la peinture, un programme théorique pratiquement, et en même temps un chef-d'œuvre matériel. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est le pas de côté qu'a effectué Velázquez, un petit peu comme Rembrandt. Donc on retrouve la même position du peintre qui recule pour regarder à distance le tableau qu'il est en train de peindre. Mais ce qui se passe dans les Ménides, c'est que la société a fait irruption à l'intérieur donc de l'atelier de l'artiste. Donc l'artiste a fait une pause, ce moment où l'artiste donc se détache de son œuvre, voilà, qu'on retrouvait déjà chez Rembrandt. L'artiste fait une pause, a fait un pas de côté, s'est retiré de sa création pour laisser le monde rentrer dans le tableau. Voilà un peu ce qui se passe dans les Ménides. Alors, on voit ici l'infante avec ses deux suivantes, les autres personnages de la cour, le roi et la reine dans le miroir, un autre personnage qui ouvre la porte au fond, et on a l'impression que le tableau est ouvert à tous les côtés. D'autant plus que, comme chez Van Eyck, on voit d'autres tableaux, qui sont des toiles de Rubens, qu'on a réussi à reconnaître, qui étaient apposées réellement à l'endroit où Velázquez avait son atelier. Donc, c'est un atelier réel de Velázquez qui est représenté. C'est une pièce réelle de l'Alcazar de Madrid où il se trouvait. Il travaillait à la cour avec le roi Philippe IV. C'est un personnage assez important, d'ailleurs, aussi bien en tant que peintre qu'en tant que courtisan. Et donc, c'est son atelier réel qui est représenté. Vous voyez, avec des hauts murs, des grandes fenêtres qui laissent rentrer la lumière, là aussi. Mais c'est le moment précisément où le peintre se retire de son tableau et accepte que le monde vienne l'interrompre. Ce tableau, c'est l'histoire d'une peinture interrompue. C'est l'atelier lorsqu'il est envahi par le monde lui-même, par le monde sous l'espèce de l'infante qui est peut-être le modèle de la peinture, ou bien le roi et la reine. Et alors, on ne sait pas trop, vous voyez, si c'est l'infante qui nous regarde en tant que spectateur, si nous sommes nous-mêmes le sujet de la peinture que Velázquez est en train de peindre, ou bien si c'est un autre tableau qu'il est en train d'imaginer et de concevoir. En tout cas, ce qui se passe, c'est que l'atelier a été ouvert, aussi bien par l'avant, puisque nos regards se projettent à plein sur les personnages, à tel point qu'eux-mêmes nous regardent. Vous voyez ce qui était refusé chez Vermeer, où personne ne regardait le spectateur. La jeune fille a les yeux fermés, lui-même regarde sa peinture, et nous sommes très nettement dans la position de l'importun. Au contraire, avec Velázquez, ce qui se passe, c'est que tout le tableau nous regarde et nous fait comprendre que nous sommes invités à rentrer dans le tableau ou bien à rester à distance. C'est un tableau qui manifeste un embarras parce qu'on sent que quelque chose s'est arrêté et c'est l'art de peindre lui-même qui a été interrompu par le regard du spectateur. L'ouverture de l'atelier fait que le peintre interrompt sa création au moment où il accepte donc d'ouvrir la fenêtre, les portes de l'atelier et de laisser entrer le monde. Un autre tableau de Vermeer que je vous montre pour une raison qui peut paraître un peu étrange parce que ce n'est pas un atelier. Ceci n'est pas un atelier, ceci est un tableau qui se trouve chez la Reine d'Angleterre à Buckingham Palace, qui représente une leçon de musique. Et alors, leçon de musique qui présente un détail donc qu'on n'aperçoit pas à première vue, qui est dans le miroir au-dessus de la jeune femme. Eh bien, vous voyez ici les pieds du chevalet du peintre qui sont posés. Alors, ce n'est pas un hasard, bien sûr. On a presque l'impression, vous voyez, que le photographe aurait pris la photo et que, eh bien, par accident, il aurait capté son reflet sur une vitre ou dans un miroir. Et donc, Vermeer, un petit peu comme ce qu'on a vu avec Van der Weyden, va représenter les traces de son atelier, les traces de son chevalet, à l'intérieur donc d'un miroir, de manière très discrète, là aussi, presque secrète. Vous voyez, c'est un détail qu'on ne voit pas d'abord. Hein. On aperçoit ici, il faut que je puisse vous l'agrandir, vous allez le voir d'ailleurs directement chez la reine, les pieds du chevalier qui sont posés. On ne voit pas le peintre lui-même. Hein. On voit simplement en retrait, vous voyez, le peintre, et cette fois-ci, donc on n'a plus aucune trace du travail.
c'est simplement une évocation, un signe, une trace presque irréelle du fait que le peintre a été là, a marqué sa présence dans le tableau et démontre, pour ainsi dire, sa présence réelle au milieu du tableau à travers ce détail extrêmement troublant, très simple et presque inaperçu. On a vu avec Van der Weyden que le peintre ne rechignait pas justement à montrer des traces de l'atelier, du lieu dans lequel la peinture a été créée, à les incorporer dans l'œuvre, quitte à mélanger le théologique et l'esthétique. Et ici, donc, on est avec un très très grand peintre de nature morte, c'est Peter Claes, est là, donc un peintre néerlandais du milieu du XVIIe siècle. Et ce que vous voyez, donc, c'est une nature morte assez classique avec des huîtres, des citrons, une tourte, vous voyez, un verre de vin, donc différents fruits. On est nettement à l'automne avec pommes et raisins. Et les reflets de la fenêtre de l'atelier, vous voyez, qu'on aperçoit qui, en fait, prolifèrent positivement la peinture. C'est l'avantage d'avoir des verres avec des surfaces liquides ou des surfaces de verre, de glace qui vont réfléchir différemment donc les différentes fenêtres, c'est qu'on a aussi bien dans le pot en étain ici, vous voyez, on aperçoit donc la fenêtre de manière assez nette ici, et également la croisée de l'atelier. Donc, un peu comme chez Vermeer, une espèce de rappel du lieu dans lequel la peinture a été effectuée. La lumière qui permet de voir le tableau, la lumière qui a permis au peintre donc de configurer le tableau dans l'atelier, est également présente dans la peinture sous l'espèce du rappel de cette fenêtre, de cette croisée, qui est une croisée réelle, sans aucun doute, qui existait dans l'atelier donc de Peter Claes, et qui est vraiment ici complètement démultipliée. Vous voyez, on la voit sur toutes les espèces, on voit cette croisée, ici rappelée partout, comme si finalement cette croisée était presque la condition même du tableau. Le fait que le tableau était conçu en atelier est rappelé, incorporé et démontré par le peintre à travers ces différents détails qu'on aperçoit et cette multiplication ici très étonnante, vous voyez, de la fenêtre éclairée qui permet que le tableau ait eu lieu. Alors, avec Poussin, ici, vers 1655-1660, on n'est plus vraiment dans l'atelier. Poussin est un peintre, vous le savez, très intellectuel. C'est un peintre théoricien, c'est un peintre penseur, un peintre philosophe pratiquement. Pour lui, la méditation sur les fins d'ère de l'humanité, sur la religion, sur l'histoire également de l'humanité, est presque plus importante, ou la réflexion mythologique, que sa création de peintre elle-même. C'est un autoportrait, oui, on voit donc Nicolas Poussin. Et là, c'est un atelier qui est, comme toujours chez Poussin, extrêmement pensé. Ce qui est frappant ici, c'est tout le jeu des cadres. Un tableau retourné, un peu comme celui qu'on a vu dans les Médines de Velázquez ou bien dans l'atelier de Rembrandt, avec ici donc la signature du peintre. Effigie de Nicolas Poussin, Effigies Nicolas Poussini, Andeliensis, donc originaire de Zambie, peintre, dans son année donc 59 à Rome, année du Seigneur, donc à jubilé 1650. Donc, vous voyez ici la signature du peintre, le lieu, et c'est étonnant parce que ce n'est pas du tout la toile, vous voyez, qui est signée, c'est le tableau que nous voyons qui est signé sur une toile retournée. Et la toile qui se trouve derrière Poussin elle-même, c'est une allégorie de l'amitié qui embrasse la peinture. Poussin a en effet adressé cet autoportrait à un de ses amis proches, et l'idée générale, c'est que le tableau qu'il envoie est également un gage d'amitié. Le regard un petit peu sévère ici. Et alors, l'atelier, ici, on retrouve la typologie de Sophonie en Guisola, c'est-à-dire cette espèce de neutralité du fond, l'impossibilité de dire exactement où nous sommes, contrairement à Velázquez, où on avait vraiment une conscience pleine de la luminosité et de l'ampleur de l'atelier, ou chez Van Echt, où on avait toute la peinture, tous les temps qui étaient convoqués à l'intérieur de l'atelier. Ici, au contraire, chez Poussin, disons, l'atelier est un simple jeu de surfaces qui s'enchevêtrent les unes les autres et qui se rendent presque invisibles les unes les autres. Vous voyez, le tableau est comme encombré de différents autres tableaux dont on ne sait pas vraiment quel est le véritable. On a l'impression que tout ça glisse de manière presque superficielle, sans profondeur, et le peintre est au milieu de ces toiles, un peu perdu. Vous voyez, on a l'impression qu'il est là presque comme le fantôme de sa peinture. Et le peintre, donc, est vraiment comme un spectre qui hante son propre atelier. Alors là, je vous montre un autre atelier très paradoxal qui reprend la typologie de Poussin avec le jeu de surface.
c'est celui de Gisbrecht. C'est un peintre donc néerlandais qui a beaucoup travaillé à Copenhague également, vers 1670. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau? C'est un trompe-l'œil. Donc, le tableau est complètement plat, hein, et tout ce que vous voyez est plat, hein, réellement plat, je veux dire. Donc, Gisbrecht représente ici un autoportrait, pour rappeler sa présence quand même dans la peinture, et d'autres tableaux, des natures mortes, des scènes de genre, qui ne sont pas des tableaux de Gisbrecht. Donc, il va incorporer d'autres tableaux à l'intérieur de ce propre tableau et montrer en quelque sorte son atelier mis à plat. Tout ce qu'on voit, vous voyez, c'est ce que Gisbrecht ne fait pas, c'est-à-dire des natures mortes classiques, des petites scènes de genre, des paysages. Voilà, Gisbrecht, c'est un peintre de trompe-l'œil. Et donc, on voit ici tout l'attirail du peintre, une pipe ici, vous voyez, un couteau pour racler, pour enlever une petite truelle. Voilà, les différents produits qu'on utilise pour les pigments, pour les configurer. Donc, l'appui-main, la palette également. Et on a l'impression, les pinceaux suspendus ici, et on a l'impression pratiquement que le peintre s'est absenté. Et contrairement à la performance de Bernard Abramovich, The Artist is Present, ici on a vraiment l'impression que le peintre est parti, est dans l'escalier, et qu'il a laissé le tableau, pour ainsi dire, se terminer lui-même. Donc, au passage, on ne sait pas du tout quel est le tableau que Gisbrecht était en train de peindre, puisque tous les tableaux que nous apercevons sont achevés. Et d'ailleurs, sur le tableau d'autres peintres. Donc là, il y a un mystère, c'est que c'est un atelier avec d'autres tableaux que ceux que peint Gisbrecht, et avec eh bien, aucun tableau de Gisbrecht, à part celui que nous voyons. Voilà. Donc, c'est comme un autoportrait, non pas de l'atelier du peintre, mais un autoportrait du tableau en train de se faire, que nous avons sous les yeux, avec un mystère complet sur le sens de ces différentes images qui ne sont pas des Gisbrecht, qui font signe vers une image absente et un peintre disparu. Avec Chardin, cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Hein, on retrouve là aussi la typologie de Sophonie Anguissola. Alors, c'est un peintre au travail, vous voyez, sur le motif, en train de recopier une académie. Alors, dans l'atelier du peintre, vous avez à la fois la possibilité, bien sûr, de travailler sur le modèle, lorsque l'atelier sert d'école artistique, hein, ce qui est très fréquent également à l'époque. Hein, vous avez des académies qui se créent, et les peintres les plus renommés utilisent leur propre atelier pour recevoir d'autres peintres à qui ils donnent des leçons particulières. Et là, donc, on peint d'après le modèle, ou bien d'après le plâtre. Et également, on recopie d'autres peintures, d'autres dessins qui ont été faits par le maître. Donc ici, une activité qui est très fréquente, c'est le recopiage, vous voyez, d'un dessin originel par l'apprenti peintre. Donc c'est le jeune peintre au travail, que montre Chardin ici, en train de se livrer à cette occupation, qui est très typique, là aussi, des ateliers, c'est-à-dire plein de gens qui travaillent à tâches différentes, les uns à côté des autres. Un atelier très célèbre, c'est celui de Subleras, qui travaille, d'ailleurs c'est un peintre d'origine languedocienne, qui va beaucoup travailler en Italie, en particulier à Rome. Et là, vous voyez donc le peintre avec toute une galerie de tableaux plus ou moins achevés. Certains sont à Subleras, d'autres ici à Ribera. Donc c'est aussi bien une collection particulière que une galerie de portraits, et aussi, bien sûr, pour Subleras, une manière de démontrer son propre savoir-faire. Alors, c'est en même temps un atelier et une collection. Vous voyez, ici, on a une typologie un petit peu hybride entre justement les murs recouverts de peintures d'autres peintres, voilà, des portraits que Subleras a peints, on a des traces de très beaux portraits de Subleras, un tableau religieux qui correspond un petit peu à la manière de Subleras également, et puis d'autres tableaux, ici donc un Ribera, là des peintures donc plutôt de Luca Giordano, ou bien des tableaux de philosophes, donc de l'école caravagesque du XVIIe siècle. Mais vous voyez, ce sont les tableaux que Subleras n'a pas peints. Donc on rentre dans un atelier qui est un petit peu trompeur, parce que c'est à la fois une boutique pratiquement, où on met en valeur la marchandise, à la fois la marchandise propre du peintre, mais également celle de ses concurrents et de ses contemporains. Voilà, Hubert Robert, un très bel atelier donc des années 1780, voici, ou Subleras c'est 1730 à peu près. Hein. Voilà, Chardin c'était bien sûr 1760. Là on est donc avec Hubert Robert en 1780. Vous voyez un atelier qui est alors un lieu extrêmement vaste, et souvent les artistes donc louaient ou bien d'immenses granges, ou bien des lieux plus ou moins en ruine. C'est le cas des peintres français qui vont travailler à Rome et qui utilisent donc des lieux existants, des lieux de grande ampleur, pour y installer leur atelier.
Et dans l'atelier, il y aura aussi bien leur collection personnelle, leur recueil de dessins, de croquis dont ils vont s'inspirer pour créer d'autres œuvres, mais également, vous voyez, la possibilité donc de recevoir, de vivre avec une assez grande ampleur de pièces. Donc ce sont des lieux qui ne sont pas forcément configurés au départ comme des ateliers, mais qui sont utilisés presque accidentellement en tant que tels par les peintres, hein. Donc ils sont récupérés pour ces ateliers sans que ça ait été créé spécifiquement dans ce but-là. D'ailleurs, toutes les peintures qu'on a vues, ce qui se passe, c'est qu'on voit très nettement cette typologie d'atelier avec des hauts murs, vous voyez, des fenêtres très larges, qui commencent à apparaître, mais naturellement, les peintres n'ont pas les moyens d'avoir des locaux aussi majestueux. Et donc, ce qui se passe, c'est souvent des locaux qu'on leur prête. Les peintres sont logés par des mécènes. Ça arrive, par exemple, pour Fragonard qui logeait au Louvre pendant un temps, à charge pour eux d'entretenir les collections, de donner des cours particuliers, et donc on leur donne la possibilité, vous voyez, d'installer leur atelier, mais c'est un atelier itinérant, c'est pas un atelier fixe. Souvent, enfin, les peintres vont transporter leur atelier avec donc armes et bagages. Alors, l'atelier tel qu'on le connaît, l'atelier, disons, un petit peu mythique des impressionnistes, c'est celui qui apparaît donc vers 1860. Et là, je vous montre un atelier de Basille avec d'autres peintres, donc Basille lui-même. Voilà, ici Manet qui vient rendre visite à Basille, et puis d'autres peintres, donc des tableaux bien sûr de Basille. Donc un atelier avec, je vous l'ai dit, cette configuration très spécifique qui apparaît au XIXe siècle, une immense pièce avec une grande fenêtre, plus ou moins en verrière. Donc ça, c'est au XIXe siècle hein, qu'on voit vraiment ces lieux presque industriels qui sont récupérés par les peintres en hauteur. Alors, c'est un lieu qui est en hauteur, qui permet à l'artiste de s'isoler des bruits de la ville. C'est essentiel, bien sûr, que l'artiste ait une espèce de tour d'ivoire dans laquelle il puisse se retirer. Mais on voit que cette tour d'ivoire, dès que l'artiste cesse de créer, eh bien, il laisse rentrer ses amis, ici un pianiste, un ami pianiste et musicien qui vient jouer à côté de lui, discuter avec d'autres peintres, et c'est un lieu d'échange, de confrontation artistique et esthétique. On discute le tableau en train de se faire, on discute les tableaux qui sont exposés, et donc c'est un lieu vraiment où se crée non seulement, disons, l'art personnel d'un artiste donné, mais également tous les mouvements artistiques et esthétiques sont inventés dans l'atelier. C'est un lieu de rencontre et de rendez-vous, pas seulement pour que les commanditaires viennent donc admirer les œuvres des peintres et choisir un peu leur tableau, ou les marchands, puisque les intermédiaires maintenant sont les marchands d'art qui vont acheter la production d'artistes et les écouler sur le marché, mais également pour que les autres peintres viennent discuter de vive voix du projet, de la toile en train de se faire. Donc ici, on a vraiment affaire à la discussion, vous voyez, le tableau qu'on ne voit pas très bien d'ailleurs, Basile qui discute avec Manet, et puis un autre peintre également, de la création en train d'avoir lieu. Et le plus célèbre atelier donc, du XIXe siècle, c'est celui que peint Courbet. Alors, l'atelier du peintre de Courbet, il est à moitié ébauché, pas complètement terminé. Vous voyez ici que le peintre n'est pas du tout isolé, hein. Aussi bien chez Basile, il y avait des confrères qui venaient, des artistes. Là, c'est le monde entier, la société entière, qui va rendre visite à Courbet, au peintre. Alors, c'est à la fois un manifeste théorique, cet atelier du peintre de Courbet. C'est le peintre qui est engagé dans le monde. C'est-à-dire que le peintre, dans son atelier, ne va pas se couper complètement de ses racines populaires. Il laisse entrer tout le monde vivant, tout le monde social, aussi bien les basses classes que les hautes classes sociétés, aussi bien les bourgeois que les mendiants. Tout le monde peut lui rendre visite parce que le peintre a une mission sociale. Il est là pour représenter la société non pas telle qu'elle se voit, mais telle qu'elle doit se transformer. Il est là pour donner de la beauté à ce qu'il n'en a pas, pour donner un sens à la civilisation industrielle qui est en train de perdre dangereusement tous les repères esthétiques. Et donc le peintre est là pour transformer, pour ainsi dire, transfigurer le monde industriel, le monde nouveau qui est en train de naître et créer, inventer la beauté nouvelle, la beauté à venir, la fameuse beauté moderne que prenait Baudelaire aussi bien dans les salons que dans le peintre de la vie moderne. Du reste, ce n'est pas un hasard s'il y a, vous voyez, deux figures particulières dans l'atelier. Courbet lui-même, c'est un très bel autoportrait en train de peindre un paysage, et Baudelaire, qu'on aperçoit là, donc le théoricien, le peintre. Le dialogue ici est un dialogue de sourds pratiquement. Baudelaire est enfermé dans son œuvre, en train de lire. Le peintre lui-même ne regarde pas le monde. Vous voyez, il peint un paysage, il a le modèle nu derrière lui, mais ce que Courbet peint, ce n'est pas le modèle. C'est un monde idéal
qu'il n'a pas sous les yeux, puisque loin d'être devant le motif, Courbet recrée, réimagine une nature qui a disparu, qui a été chassée par le monde industriel. Donc, la société rentre dans l'atelier et le peintre, lui, accepte de travailler avec la société, il accepte cette invasion de la société dans ce espace particulier, mais d'un autre côté, il s'isole dans sa propre création pour sortir du monde. Donc, c'est à la fois une façon d'inviter le monde à rentrer chez lui et à participer à sa création, mais en même temps, une manière de signifier que lui, l'artiste, ne participe pas du même monde que les autres. Il ne regarde rien, il ne regarde personne. Vous voyez le petit gamin qui est en train d'admirer Courbet, le modèle qui aimerait bien qu'on la regarde un peu davantage, le chien en bas qui joue. Donc tous ces personnages sont comme désaccordés. Il manque une unité profonde et l'artiste lui-même a choisi de se tenir un petit peu en dehors de la société, de cette espèce de cours des miracles qui a rempli son atelier. Et en gros, l'artiste est là pour créer malgré le monde, à la fois avec lui et malgré lui. Voilà, je vous montre le détail ici du magnifique paysage que peint Courbet avec le modèle nu, et puis donc des personnages, alors plus ou moins portraiturés par Courbet, des amis qui sont venus lui rendre visite réellement, et puis l'atelier lui-même qui est un lieu un petit peu mythique, vous voyez, avec ces grandes croisées qu'on aperçoit ici, ces grandes fenêtres. Alors c'est à moitié ébauché, ce qui fait qu'on ne voit pas très bien ce qu'il y a derrière. On ne sait pas très bien si c'est le monde qui est venu, qui a envahi, si le mur de l'atelier est tombé, et si finalement Courbet n'a pas transporté son atelier au milieu de la nature. Alors c'est ce qui se passe justement vers les années 1870, où là, plutôt que de créer à l'intérieur de l'atelier, les peintres vont aller travailler sur le motif. L'impressionnisme, c'est aussi une révolution des conditions matérielles d'exercice de l'art, du travail. Les peintres transportent leur peinture sur le motif et vont peindre directement dans la nature. C'est le programme de Zola, une peinture, un tableau, c'est un coin de nature vu à travers un tempérament. Et donc, contrairement à Courbet qui recrée la nature de manière artificielle à l'intérieur de son atelier ou le monde envahi par le monde, au contraire, les impressionnistes vont chercher à aller travailler sur le motif et donc vont un peu quitter les murs ateliers, ou plutôt ils vont ouvrir l'atelier, la fenêtre de l'atelier, de façon à ce que le monde, la nature elle-même, puisse rentrer à l'intérieur non seulement de l'atelier, mais également de leur peinture. Et je vais finir par des ateliers plus contemporains. Donc là, vous avez une recréation qui a été faite en Irlande de l'atelier de Bacon qu'il avait à Londres. Alors vous voyez que c'est des conditions qui ressemblent un petit peu à celles de Van Ostade, avec des boîtes de peinture dans tous les sens. Et oui, un artiste, ça travaille avec la matière picturale. Et ce qu'on vit trop souvent quand on voit les tableaux qui sont encadrés dans le musée, c'est qu'un artiste, c'est quelqu'un qui se coltine vraiment avec à la fois l'étoile en tant qu'objet, la peinture, c'est sale, oui, ça demande à ce qu'on nettoie les pinceaux, ça demande à ce qu'on se mette des taches partout éventuellement. Et puis Bacon donc avait ce choix d'atelier, des lieux tout à fait vraisemblables. Il avait au départ choisi un atelier qui était un endroit parfaitement merveilleux, très bien éclairé, très vaste, très bien aéré également, qui lui convenait apparemment parfaitement. Mais il a décidé assez rapidement, au bout d'un an ou deux, de changer d'atelier parce que le lieu était trop idéal. Ça l'empêchait de créer. Il voulait un lieu trop resserré, avec des empêchements, des complications, une circulation impossible pratiquement. Vous voyez ici le radiateur au milieu. Donc un lieu très mal commode pour pouvoir justement se consacrer entièrement à sa création. Donc les difficultés de création, les difficultés presque logistiques d'occupation d'atelier ont favorisé la création de Bacon alors qu'un trop gros confort l'empêchait de s'élivrer à toute la puissance de son imagination. Et pour terminer, je terminerai avec l'atelier de Giacometti, donc qui a été recréé récemment. On a transporté tous les objets qui se trouvait dans son atelier. C'est tout petit, hein, l'atelier de Giacometti, je vous recommande d'aller le voir à Paris. On peut aller le visiter, enfin, bien sûr, lorsque c'est ouvert. Et donc, c'est un endroit presque minuscule dans lequel Giacometti, un peu comme Bacon, entassait différents objets, à la fois les sculptures faites, celles qui sont à faire, et une superposition vraiment inconcevable. Et cette superposition d'objets qu'on voit aussi bien chez Bacon, chez Giacometti et chez d'autres peintres, qui nous laisse présager qu'il reste un secret. Malgré tout, notre pénétration à l'atelier, on a l'impression que si on ouvre la porte d'atelier, si on voit le peintre au travail, à ce travail, eh bien, on comprendra toute sa création. Or, justement, il y a quelque chose qui échappe au visiteur de l'atelier, à celui qui vient visiter le peintre, eh bien, c'est ce que l'artiste a en tête. Cette espèce d'atelier intérieur qui est le véritable atelier, qui est la forge de sa création, et qui est là où l'artiste procède à cette alchimie
transforme ce qu'il a sous les yeux en cette image miraculeuse qui va apparaître sur la toile, qui n'a rien à voir éventuellement avec le modèle qui se trouvait devant lui. Il faut bien voir que l'atelier est vraiment cette espèce de lieu alchimique où quelque chose qui n'existait pas tout d'un coup prend forme. L'artiste est un véritable démiurge au sens où il parvient avec les conditions matérielles de l'atelier et sans doute aussi malgré ces conditions matérielles à s'abstraire complètement de ce qu'il a sous les yeux pour créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, visiter l'atelier d'un artiste, ce n'est pas du tout accéder enfin au secret de son art, mais c'est au contraire comprendre à quel point le secret de l'artiste est quelque chose qui est si personnel que même le lieu dans lequel il crée ne veut pas nous y donner accès. Voilà, j'ai été un petit peu trop long, je vous remercie beaucoup de votre patience et je vais à présent peut-être vous laisser la parole. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment très intéressante et très enrichissante. Cultivée. J'essaye de remettre les micros des uns et des autres. Si les uns ou les autres souhaitent prendre la parole, ils peuvent aussi réactiver leur micro. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Moi, je ne les vois pas. Alors peut-être que M. Favnec peut Oui. retirer le partage de l'écran, si vous voulez. Alors oui, je vais retirer le partage d'écran, comme ça, ce sera plus commode. Voilà. Arrêtez. Voilà. C'est bon? Voilà, oui, merci c'est beaucoup beaucoup. mieux. Donc là, je peux donner facilement la parole aux personnes qui le désirent et qui désirent interroger. Alors, vous pouvez soit faire un signe, soit aller dans réaction et envoyer un petit pouce, comme je viens de faire sur mon image. Je sais pas, parce que tout à l'heure j'ai essayé, ça peut marcher. Marie-Christine, tu avais une question? Du tout. Non, non, c'était personnel. Pardon. Nous échangions en bien sur cette conférence qui était une magnifique conférence. Absolument. Un vrai cours. Très agréable, on a appris plein de choses. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Oui, Jean, tu peux remettre le micro de Jean Geoffrion, Pascal? Oui. Alors, il faut que je le trouve. Pardon. Alors, c'est par ordre alphabétique, mais normalement, vous pouvez remettre votre micro vous-même. Marie-Claude, remets ton micro. Est-ce que Jean a remis son micro? Voilà, réactiver. Non, il n'a pas remis. Moi, je demande la réactivation du micro, mais c'est chacun qui doit le faire. Voilà, Jean l'a remis. Ah, ça y est. Jean, on t'écoute. Bien, bravo pour cette conférence encore magnifique. Deux questions, une qui est un peu en dehors du thème. Et la première, c'est, je pense que dans des ateliers comme celui de Rubens, qui a été cité, il y avait une multitude de peintres qui étaient autour du maître. Chacun d'ailleurs avait peut-être une spécialité, la main, etc., comme ça a été dit. Donc dans ces ateliers, je pense qu'il y avait un espace très important et qu'ils étaient très spécifiques. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, qui m'a toujours étonné et perturbé, au XVIe en particulier, les Vierges sont magnifiquement représentées. Ce sont des femmes qui sont assez belles. Et je suis surpris que ces peintres qui étaient talentueux aient représenté le Christ. Ils sont très âgés et ça ne ressemble pas à des bébés. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière? Voilà les deux questions que je voulais vous poser. Oui, c'est bon, j'ai la parole. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Alors, pour le premier point, effectivement, un peintre comme Rubens, mais qui est un peu à part parce que c'est quelqu'un qui a un statut social extrêmement élevé, Rubens. Il est presque à la fois le prince des peintres et le peintre des princes. C'est-à-dire qu'il est aussi bien peintre que diplomate. Hein. Il a des missions diplomatiques pour la cour des Habsbourg. Et donc, il a effectivement un logement qui est extrêmement grand, la fameuse maison de Rubens qu'on peut visiter actuellement à Anvers. Donc, il est plutôt un palais, hein, au sens d'un palais d'un noble personnage, plutôt que d'un peintre comme Van Astad qu'on a vu. Et Rubens avait dans son atelier effectivement beaucoup d'aide
qui venaient l'assister dans son travail. Alors, il a formé également des gens comme Jordaens, il a collaboré aussi un petit peu avec Van Dyck, donc avec Jan Bruegel de Vloer. Donc, il faut imaginer effectivement qu'il y avait un lieu très ample, mais parce que Rubens était un personnage très à part. C'est un des rares qui avait effectivement un immense atelier où on pouvait à la fois visiter ses collections, commander des œuvres, voilà, voir différents peintres au travail, et une répartition du travail presque tayloriste, avec donc les différents spécialistes qui font l'un les natures mortes, l'autre des paysages, etc. Donc avec une très très grosse productivité. Ce qui fait qu'il y a des tableaux signés par Rubens auxquels Rubens n'a pratiquement pas touché. Ça arrive que, même chose avec Rembrandt, Rembrandt également, quand on voit le nombre très important d'élèves que Rembrandt a formés, qui travaillent avec lui, souvent on a du mal à savoir ce qui est la main de Rembrandt et ce qui est la main des élèves. Il y a un style de Rembrandt qui fait un style maison, même chose avec Rubens, qui fait que Rembrandt n'hésitait pas à signer des œuvres auxquelles il n'avait pas complètement mis la main, mais dont il avait donné l'idée principale. Voilà. Alors pour ce qui est de la laideur remarquable des Christ de la Renaissance, alors effectivement, ce qui est frappant, c'est que très souvent, ce sont des Christ déjà qui ont 4 ou 5 ans, c'est des beaux bébés bien musclés, déjà presque des athlètes. Ça correspond à ce statut un petit peu étonnant du Christ, qui est à la fois donc Dieu et homme. Et donc on ne peut pas représenter vraiment le Christ en tant que bébé parmi les autres bébés. Il s'agit de montrer bien sûr qu'il est incarné d'un côté, mais il s'agit aussi de le montrer en tant pratiquement que héros, que athlète. Et donc c'est pour ça qu'il a des traits déjà du futur adulte qu'il tient en lui. Donc il y a une visée théologique qui est de montrer que déjà dans le Christ enfant, l'incarnation a réalisé la plénitude de l'homme qu'il sera. D'où ces traits un peu contradictoires et qui heurtent parfois notre sens esthétique. Oui, 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 là, le micro, il marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ce qui m'a étonné, c'est la différence de vue entre le tableau de Velázquez, son atelier avec l'infante, vous savez, ce tableau avec l'infante, et puis celui de Courbet. Les deux, ils ont peut-être C'est une telle différence entre les deux. L'un fait rentrer les personnes à l'intérieur et s'efface, l'autre se met au centre et c'est plein de personnes. Et on a l'impression que d'un côté, il y a les mauvais et de l'autre, les gentils d'ailleurs, sur ce tableau. Ça fait un drôle d'effet. Et en plus, même la lumière, j'ai bien regardé le tableau de Courbet, la lumière arrive sur les gentils, pas sur les méchants. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même façon de voir les choses, quoi, tous les deux. Non, non, bien sûr. Alors, ce qui se passe chez Courbet, c'est qu'il y a la volonté de représenter toute la société qui vient voir par-dessus l'épaule du peintre. Ouais. Qui vient aussi le déranger. Courbet, bien sûr, prenait ses modèles dans la rue également. C'est lui qui a inventé la notion de réalisme en peinture. Et donc, il avait beaucoup à cœur de représenter toute la réalité sociale qu'il avait sous les yeux, toute la transformation de la société qui était en train de se produire sous ses yeux. Donc il rend compte de ce mouvement, mais le peintre lui-même cherche, et on voit que finalement il est un peu contraint, et il détourne les yeux du modèle d'ailleurs, il ne veut pas voir le modèle. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire son œuvre, qu'on le laisse tranquille, il laisse rentrer les gens à l'atelier, et par ailleurs il s'abstrait complètement de tous ces gens qui encombrent. Voilà. Et chez Velázquez, au contraire, là c'est plutôt la cour d'Espagne. Donc c'est tout à fait un autre phénomène parce qu'il y a une hiérarchie très très forte dans la cour. La princesse qui apparaît au premier plan, les ménines, c'est les suivantes qui viennent assister, le roi et la reine dans le miroir. Donc on voit tout un jeu de rapports hiérarchiques qui sont démontrés dans le tableau. Donc c'est un tableau qui est une réflexion aussi sur le pouvoir, la puissance des images, alors que Courbet, au contraire, on a l'impression effectivement que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de représenter des corps qui rentrent par grappes entières dans le tableau et qui viennent l'encombrer et qui sont là à la fois pour lui permettre de s'en inspirer et aussi peut-être pour l'empêcher de créer. Voilà, il y a ce tri que doit faire le peintre entre ceux qui l'inspirent et ceux au contraire, ceux qui l'inspirent, qui peuvent l'inspirer.
et ceux au contraire qui l'empêchent, et qui lui interdisent de peindre, pour ainsi dire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Pas de questions? Votre conférence était très complète, hein, parce que Merci beaucoup. j'ai l'impression que vous avez répondu à beaucoup de questionnements. Sinon, de très amples remerciements à Denis. Absolument. C'était vraiment conduit de main magistrale. De la promenade artistique à laquelle il nous a conviés depuis pratiquement le tout début de la Renaissance jusqu'au 19e siècle. C'est vrai. Oui. Voilà. Bon, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, en tout cas. Il y a eu quelques En tout cas, merci, hein, Denis, très chouette. Il y a Merci. eu quelques applaudissements Et par je réaction. Vous voyez, Merci beaucoup, Denis. Merci, Denis. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est vraiment agréable. Est-ce que je peux demander Oui. que vous nous envoyez, puisque la conférence est enregistrée, j'ai une amie qui n'a pas pu avoir le son, donc je lui ai dit que c'était enregistré. Est-ce que vous pouvez envoyer ou dire comment elle peut s'y prendre pour Alors, en fait, il y a le site du A32. À l'intérieur du site du A32, vous aurez le lien pour aller directement sur YouTube. Ok. Et vous pourrez voir donc et réécouter la conférence comme les autres conférences et comme le midi 14h de ce midi d'ailleurs. Jeudi prochain, il y a un midi 14h auquel évidemment nous vous convions avec plaisir. Je n'ai plus le nom de la personne qui va intervenir. Aide-moi, Jean-Pierre. Je crois que c'est Laure Guéraud, mais il faudrait que je vérifie. C'est ça, c'est Laure Guéraud. Elle va parler. Alors, Laure Guéraud est chercheuse, je crois, au travail à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, et elle nous parlera de la thématique travail et handicap. Voilà. Et elle nous remet, enfin, moins à un niveau beaucoup plus terre à terre. Ça sera moins poétique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous étions en pleine artistique. Même si en antécédent, en quelque sorte, ou en préliminaire à la poésie, on avait les petits aides de peintres qui, avec leur mortier, écrasaient finement les pigments pour que le maître arrive à étaler une puissance parfaite sur la planche qu'il enjolivait. Je crois que d'ailleurs, la peinture en tube a été abandonnée par certains peintres qui reviennent aux textures à faire soi-même. Effectivement, ça, j'avoue que je n'en sais rien. En tout cas, un grand merci pour votre intervention. Et puis, voilà, sur le centre A32 sur Internet, en tapant sur conférence, après, sur le site, il y aura tous les liens sur la conférence et toutes les conférences sont désormais enregistrées et en lien sur le site. Voilà. Simplement, si vous voulez rejoindre l'association, n'hésitez pas à le faire. Il y a aussi sur le site des bulletins d'adhésion. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas adhéré. Merci à tous. Eh bien, très bonne soirée à vous tous et à jeudi prochain.